Cette vidéo est sponsorisée par Neokio, la plateforme d'achat en ligne de produits japonais. Grâce à une interface des plus simples, Neokio vous permet d'avoir accès depuis l'étranger à toutes les boutiques japonaises en ligne et de faire vos emplettes au vrai prix du marché. Mais comment diable cela fonctionne-t-il? C'est très simple. Il vous suffit de créer un compte sur le site neokio.com et vous pouvez commencer à choisir parmi les sites partenaires proposés dont Rakuma, Sudegaya, K-Books et bien d'autres, ou sur les grandes plateformes telles que Rakuten, Amazon Japon ou Yahoo Shopping. Nul besoin de lire ni d'écrire le japonais, pas plus que d'avoir une adresse ou un compte en banque au Japon. Neokio s'occupe de tout. Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur les boutiques proposées, vous pouvez soumettre une demande d'achat en collant l'URL de l'article qui vous fait tant envie sur le formulaire prévu à cet effet et Neokio se chargera de le trouver pour vous. Vous voulez enchérir sur une antiquité via Yahoo Auction? Là encore, vous le pouvez. Lorsque vous aurez trouvé les objets de vos rêves, livres, t-shirts, snacks, cannes à pêche ou photos dédicacées de votre chanteur préféré, l'équipe de Neokio se chargera de les réunir pour vous et pourra les stocker gratuitement jusqu'à 45 jours avant de vous les envoyer. Pour régler vos achats, rien de plus simple. Je vous conseille de vous faire une petite réserve sur votre portefeuille, mais vous pouvez régler votre commande par carte bleue ou par PayPal. Petite précision qui a son importance, Neokio ne vous prendra que 250 yens par article, soit environ 2 €. Une fois votre petit marché terminé, vos marchandises seront réunies dans un bel emballage bien solide pour supporter le voyage et vous pourrez choisir votre mode d'expédition jusqu'à votre porte. Pour toute question relative à vos achats ou un quelconque problème, un service client en français répondra à vos questions. J'utilise leur service pour acheter les livres dont j'ai besoin pour mes recherches et me faire plaisir lorsque je suis en France, alors vous aussi, n'attendez plus et allez vite faire vos emplettes sur neokio.com. こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le 21 juin, le chef adjoint de la police de Asahikawa à Hokkaido était retrouvé mort dans une annexe de l'université de Sapporo, suicidé avec son arme de service. La fin tragique de cet homme de 50 ans aux états de service impeccables venait mettre un terme définitif à une affaire qui aurait pu être ridicule et risible si elle n'avait pas abouti sur la mort d'un homme. Tout avait commencé le 18 juin alors que le policier passait par un petit supermarché de gare en rentrant chez lui après son service. Ce jour-là, les caméras de surveillance l'avaient filmé alors qu'il grignotait un paquet de snacks qu'il avait pris dans un rayon et avait oublié de payer. Un agent de sécurité l'avait appréhendé et apprenant son métier avait averti le commissariat où il travaillait et visiblement aussi la presse. Pour ce petit vol à l'étalage d'une valeur de 2 € qui relevait plus de la distraction que du grand banditisme, l'officier avait été convoqué par sa hiérarchie, mis à pied, et une enquête avait été ouverte pour vol alors qu'il était assigné à résidence pour la durée des investigations. Pour l'exemple, la direction de la police de Sapporo avait décidé de transmettre le dossier au procureur après que le mis en cause n'ait avoué son odieux crime et l'homme avait dès lors été la cible des colibés de ses collègues et de la presse locale. Le jour de son suicide, il avait appris qu'un remplaçant avait été nommé à son poste et qu'il allait devoir comparaître devant la justice. D'après les premiers éléments de l'enquête sur sa mort, ses proches décrivent un homme brisé qui, après presque 30 ans dans les forces de l'ordre sans un seul accroc, ne supportait plus cette humiliation publique. Interrogé par les médias, le chef de la police de Asahikawa n'a pas souhaité répondre et on peut aisément comprendre pourquoi. Affaire classée dramatiquement. Le 30 juin dernier, la police préfectorale de Osaka recevait un signalement des urgences de l'hôpital de Tandabayashi après la mort très suspecte d'une petite fille de 2 ans, visiblement victime de violences intrafamiliales. C'est l'appel de détresse d'un homme de 50 ans qui avait lancé cette affaire sordide et hors du commun.
L'homme en question, Momota Takanori, est le compagnon de la grand-mère de la petite victime. Cette dernière, Ono Mayomi, âgée de 46 ans, avait la garde non officielle de sa petite fille Yuha après que sa fille, qui ne l'avait pas désirée, ne la lui ait laissée avant de partir sans laisser d'adresse. Le couple hébergeait aussi 4 de leurs enfants entre 14 et 19 ans et cette famille recomposée semblait, au vu des premiers éléments de l'enquête, ne pas vraiment se soucier de la petite Yuha. En effet, l'autopsie a révélé de graves carences, des traces de malnutrition, une croissance retardée, mais aussi des fractures plus ou moins récentes démontrant des mauvais traitements. Le service d'urgence avait trouvé la petite fille allongée sur le sol de la cuisine de ses grands-parents, inconsciente et la bouche en sang. C'est un fort coup à la tête qui serait à l'origine de son décès. Absents le jour du drame, les grands-parents ont été arrêtés et mis en examen pour meurtre par négligence, en attendant que l'enquête ne montre les responsabilités des uns et des autres dans cette dramatique affaire. Le fils de 15 ans de Onna, l'oncle de la victime donc, a avoué avoir trouvé le corps 1 heure avant le coup de fil aux urgences, mais n'en avoir pas fait de cas. Il apparaît qu'il avait été violent avec sa nièce à de nombreuses reprises, mais l'on peut en dire autant d'un autre enfant du couple, une fille de 19 ans qui semblait l'avoir prise en grippe elle aussi. L'enquête est en cours et risque de durer un certain temps, tout reposant maintenant sur les témoignages des uns et des autres. Affaire à suivre. C'est un drame affreux auquel les clients du centre commercial Marunouchi Oazo à Tokyo ont assisté le 18 juin juste après 19 h. Un petit garçon de 12 ans qui venait de franchir la rambarde de sécurité de l'escalator du 6e étage venait s'écraser 3 étages plus bas. Les secours arrivés quelques minutes plus tard l'avaient immédiatement conduit aux urgences, mais il devait malheureusement décéder le jour suivant. En visionnant les caméras de surveillance, la police a pu découvrir que le jeune garçon était venu tout seul et avait volontairement franchi le parapet qui protège les usagers de l'escalier mécanique. Ce qui ressemble fort à un suicide a déclenché une enquête de la brigade des mineurs qui se penche maintenant sur sa vie de famille et scolaire. Même si aucun manquement de la part de ses parents n'a été relevé, il apparaît que le garçon faisait l'objet d'une grosse pression de la part de son père pour entrer dans un collège privé de haut niveau et que ce résultat scolaire n'était pas à la hauteur de ses attentes. Côté école, il semble qu'il n'y ait pas fait l'objet de harcèlement particulier de la part de ses camarades. Ce sont maintenant les réseaux sociaux qui sont analysés par les services de police. Une fois encore dans ce genre de drame, les causes peuvent être multiples et très difficiles à déterminer pour les enquêteurs. Affaire à suivre. Encore une affaire très étrange, mais heureusement beaucoup moins dramatique que les précédentes. Le 30 juin, la police préfectorale de Shizuoka a arrêté Tabuchi Teruaki, 54 ans, officier dans l'armée japonaise, à Narashino, dans la région de Chiba, et Kato Saeko, 51 ans, infirmière à l'hôpital de Funabashi. Mais quels crimes affreux ont-ils bien pu commettre ? Point de vol, ni de meurtre dans cette histoire, mais de la luxure et du stupre, beaucoup. En effet, le couple libertin est accusé d'avoir organisé de gigantesques parties fines dans des villas de location dont la dernière en date, près du lac de Hamana, avait réuni plus de 120 personnes. Moyennant une participation moyenne de 10 000 yens, environ 70 €, les couples libertins de la région pouvaient venir échanger leurs fluides et boire du champagne dans un cadre idyllique. Joints via des sites spécialisés et les réseaux sociaux, tous étaient adultes et consentants et aucun bénéfice n'était tiré de ces folles soirées. Mais alors qu'est-il reproché au couple pour qu'il soit tombé dans les filets de la justice ? Eh bien le 12 juin au soir, alors que la grosse fête battait son plein, une retraitée résidente de Hamana était tombée sur un couple en plein ébat près de la piscine de la villa alors qu'elle promenait son chien. Choquée, la vieille dame avait appelé la police qui était venue remettre un peu d'ordre dans ce lupanar et interpeller le couple vicieux, un chef d'entreprise de 52 ans et une professeure d'université de 34 ans. Poursuivi pour attentat à la pudeur, atteinte aux bonnes mœurs et indécence publique, le couple d'un soir avait révélé durant leur audition avoir été mis en relation dans tous les sens du terme, via Tabuchi et Kato, connus pour être des pontes du libertinage dans la région. Les organisateurs de ces sauteries ont donc tout simplement été appréhendés et accusés de complicité d'indécence publique et d'incitation à l'atteinte aux bonnes mœurs.
De par la position militaire importante de Tabouti, c'est l'Agence nationale de police qui a été chargée de l'enquête et épluche maintenant les fichiers du couple coquin. Il est fort à parier que certaines huiles de la région risquent de voir leur nom sortir dans les journaux sans tarder, que voilà beaucoup d'argent dépensé pour un petit câlin. Affaire à suivre, j'imagine. Omori Tamakami, 74 ans, chauffeur de taxi à Kyoto, vient d'être arrêté par la police pour le meurtre sauvage de son ex-femme, Yoko, 75 ans. C'est leur fils de 50 ans qui, inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa mère depuis quelques jours, lui avait rendu visite dans le petit appartement qu'elle occupait depuis son divorce et l'avait trouvé étendu sans vie sur le sol de son séjour. L'autopsie avait révélé qu'elle était morte depuis 5 jours et avait succombé à de violents coups portés au visage et sur la tête à l'aide d'un objet contondant. L'analyse des caméras urbaines montrera vite que son ex-mari lui avait rendu visite le jour du meurtre, cassant de fait l'ordonnance d'éloignement délivrée par le juge. Le couple avait divorcé en 2019 suite aux nombreux épisodes de violence dont M. Omori s'était rendu coupable ces dernières années. Sur le conseil de leur fils aîné, elle avait quitté la maison et porté plainte après avoir fait constater des marques de coups. Le juge avait prononcé le divorce, auteur exclusif du mari, qui avait été condamné à verser des dommages et intérêts à son ex-femme pour les coups reçus toutes ces années. Visiblement hors de lui, il avait prévenu son ex-épouse qu'il ne paierait rien et lui intimait l'ordre de rentrer à la maison sous peine de mort. C'est ce qui avait conduit le juge à prononcer une ordonnance d'éloignement qui malheureusement n'aura pas suffi. L'homme a été arrêté et placé en détention provisoire, mis en examen pour meurtre aggravé. Il risque 30 ans de prison. Affaire à suivre. La police de Kawagoe vient de mettre un terme à une prise d'otage qui aurait pu se terminer dramatiquement. En effet, le 29 juin dernier, Nagakubo Koji, 42 ans, fraîchement sorti de prison, entrait dans un cybercafé et, cutter en poche, se saisissait d'une femme de ménage à temps partiel de 22 ans qu'il avait traînée de force dans l'une des pièces privées de l'établissement. C'est un employé du lieu qui avait appelé la police, rapidement arrivé sur place et chargé d'entamer les négociations. Le preneur d'otage, très perturbé et nerveux, hurlait à la cantonade qu'il en avait marre de sa vie et voulait retourner en prison, car il n'y avait que là qu'il se sentait bien. Il avait été condamné à 9 ans de détention après un braquage raté à Shinkin Bank de Haïti en 2012 qui s'était déjà soldé par une prise d'otage. Il avait retenu 5 personnes pendant 7 heures, en avait relâché une contre un bento en fin de journée, mais avait finalement été maîtrisé par les forces d'intervention. Visiblement, dans son élément en prison, il aurait eu du mal à se faire à la vie en liberté, sans argent et sans domicile. Si la police de Kawagoe a pu rapidement le maîtriser et l'arrêter, il a malheureusement eu le temps de faire subir des attouchements à la jeune otage et lui a fait quelques coupures sur le visage et le corps avec son cutter. Il vient d'être mis en examen pour agression avec arme, prise d'otage et agression sexuelle et risque 15 ans de prison pour son plus grand plaisir. Lors de son arrestation, arborant un large sourire, Nagakubo avait fait le V de la victoire de ses 2 mains devant le parterre de journalistes venus couvrir l'événement. La jeune femme n'a heureusement pas eu besoin de soins pour ses blessures superficielles, mais reste traumatisée par la violence de l'homme et cette contrainte subie pendant plus d'1 heure. Affaire à suivre. Depuis le mois de mai, un étrange mystère passionnait les habitants de Chiba. Assez régulièrement, les prêtres qui venaient faire leur dévotion au petit matin retrouvaient de drôles de petites poupées clouées sur le Shinboku, ces arbres sacrés qui veillent sur les sanctuaires. Outre le caractère blasphématoire d'une telle pratique aux yeux des prêtres shinto et des croyants, c'est la nature même des figurines qui intrigue. De petites poupées de paille de riz faites à la main sur lesquelles sont collés le visage du président russe Vladimir Poutine et qui sont toujours accompagnés d'un petit mot souhaitant 1000 morts au chef du Kremlin. C'est le 28 juin que le parcours de l'énigmatique profanateur prendra fin au sanctuaire Mikazuki à Matsudo. Dans ce lieu vieux de 800 ans, un homme de 72 ans, Hino Mitsunobu, a été filmé par les caméras de vidéoprotection installées par le prêtre après les premières profanations d'arbres.
Appréhendé par la police le soir même, l'homme a expliqué vouloir la mort rapide du président russe pour libérer le monde d'une grande souffrance. En clouant ses effigies sur des arbres qui, dans les croyances shinto, sont censés guérir, il comptait attirer la colère des dieux sur la personne représentée sur ces figurines et cibler les attaques magiques sur lui. Mis en examen pour effraction et dégradation volontaire de propriété privée, le vieil homme ne risque pas plus qu'une amende et un rappel à la loi, mais il devra sûrement faire un gros geste financier pour les sanctuaires dans lesquels il a cloué ses poupées. L'information peut vous sembler bien anodine, mais elle a créé un véritable émoi dans la communauté locale et occupé une bonne place dans les informations nationales. On peut planter des clous dans un cheval ou un messie, mais pas dans un arbre Shimboku. Je vous en ai parlé longuement dans mon documentaire dédié, les Yakuza et l'extrême droite japonaise ont toujours vécu une histoire d'amour sans nuages. Gros bras et porte-flingues des meetings politiques, les gangs, quels qu'ils soient, chérissent les mouvements ultranationalistes autant que l'argent. C'est de ce mariage consommé que découle un nouveau scandale financier qui implique entre autres Guisken Kaoru, 57 ans, leader du parti nationaliste Shikoku Ryuko, et Tong Jinshin, 74 ans, parrain d'un gang Yakuza affilié au puissant groupe Sumiyoshi Kai. Les deux hommes et 5 de leurs complices avaient monté une petite arnaque bien ficelée destinée à renflouer les caisses du parti et du gang. En profitant du programme d'aide aux entreprises victimes du Covid mis en place par le gouvernement, les deux escrocs et leurs sbires avaient monté de faux bilans pour de petites entreprises fantômes, ouvertes par des prête-noms et avaient déposé des demandes d'aide pour chacune d'entre elles. Heureusement pour l'argent public, le poteau rose a été découvert à temps et l'équipe n'a réussi à voler que 4 millions de yens, soit environ 28 500 €, avant que leur gourmandise ne les perde. C'est un contrôle de routine dans l'une de ces entreprises qui s'avérait n'être qu'une boîte aux lettres qui a révélé la combine et permis d'arrêter les auteurs de cette arnaque. Tous ont été arrêtés pour escroquerie, détournement d'argent public, mais devraient voir leur chef d'accusation s'alourdir en vertu de la loi anti-gang. Pour éviter ce genre de problème, le ministère des Finances a dépêché 1 millier de contrôleurs chargés de vérifier le bon usage de l'argent public qui sera des plus utiles pour sauver des centaines d'entreprises de la faillite après les 2 années catastrophiques qui viennent de s'écouler. Affaire à suivre. Le 5 juin 2017, monsieur et madame Hagiyama mouraient tragiquement dans un violent accident de la route alors que leurs 2 filles étaient gravement blessées. L'homme à l'origine de cet accident, Ishibashi Kazuo, 30 ans, vient d'être condamné par le juge Aonuma Kiyoshi à 18 ans de réclusion pour homicide avec arme par destination. L'individu déjà condamné pour violence routière à Yamaguchi avait volontairement forcé le véhicule de la famille Hagiyama à se rabattre sur la voie d'arrêt d'urgence car il jugeait qu'il n'allait pas assez vite, après une queue de poisson et des menaces verbales. Le père de famille, visiblement paniqué, avait heurté la glissière centrale avant de se faire percuter par un camion qui arrivait sur la voie rapide. Les parents étaient morts sur le coup et leurs 2 filles avaient dû être hospitalisées de nombreuses semaines et gardent encore des séquelles aussi bien physiques que psychologiques. Le chauffeur avait ensuite pris la fuite avant de faire demi-tour et se présenter comme simple témoin. Confondu par les caméras, il avait plaidé coupable et avait reconnu ses torts, présentant même des excuses à la famille. Il avait été condamné en première instance à la même peine en décembre 2018 avant que son avocat ne saisisse la haute cour et ne change radicalement de stratégie. Arrogant et sûr de lui, il avait nié tous les chefs d'accusation et était revenu sur ses déclarations précédentes prétendant qu'elles avaient été obtenues de force par la police. Il avait mis en cause les compétences de conducteur de la victime et tenté de se disculper totalement de ce qu'il avait appelé un regrettable accident. Mais la haute cour vient de confirmer la sentence et c'est bien 18 années que Ishibashi devra passer derrière les barreaux. Les 2 orphelines, quant à elles, bénéficient du fonds d'aide aux victimes de la route et sont maintenant élevées par leurs 2 grands-parents. Le 14 mai dernier, lors d'un entraînement de baseball de l'équipe universitaire de Ogaki, un étudiant de 22 ans s'écroulait sur le terrain visiblement victime d'un malaise. Les joueurs couraient depuis 1 heure lorsque l'incident s'est produit et l'entraîneur a décidé de ne pas appeler une ambulance mais plutôt de demander conseil aux encadrants et de conduire le jeune homme à l'hôpital par leurs propres moyens.
Chargé dans une voiture individuelle, une demi-heure après son malaise, il faudra plus de 40 minutes au coach pour arriver à l'hôpital le plus proche. Le garçon, qui avait encore sa conscience avant son départ en voiture, était sans connaissance à son arrivée. Testé positif au Covid lors de son admission, il sera redirigé vers un autre hôpital et pris en charge, mais décédera le lendemain matin. Le doyen de l'université Kyoritsu a demandé une enquête pour établir les responsabilités de chacun dans cette dramatique affaire, mais la légèreté avec laquelle l'entraîneur a agi est pointée du doigt par tous et surtout par la famille de la victime. Une autopsie et des analyses sont en cours pour tenter de déterminer les causes réelles du décès, car plusieurs hypothèses liées à une malformation cardiaque du garçon et aux effets cumulés du virus circulent, alors même que le certificat médical nécessaire à la pratique du baseball ne mentionnait rien de cette possible maladie. L'entraîneur, connu pour ses méthodes musclées, est le principal responsable possible dans cette affaire, mais si la mort de l'étudiant lui était imputée, ce serait toute la direction et l'encadrement qui seraient alors mis en examen et risqueraient de lourdes sanctions. Affaire à suivre. Bonhomme Vinom laetificat cor hominis, mais pas que. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger eût pu faire l'affaire s'il n'allait pas à l'encontre des principes qui firent que cette histoire arriva jusqu'à vous par le truchement d'un narrateur épicurien dont le bien boire et le bien manger meuvent les premiers comme les derniers souffles de la journée. Épargné par la génération des demi-mesures, votre serviteur, comme les meilleurs de ses amis nés pendant la décennie de l'amour et des faits salaires, n'aime pas les demi-portions. Pourquoi grignoter un triste jambon blanc lorsqu'on peut rendre hommage à une côte de bœuf du poids d'un nourrisson, et que dire de ces eaux ferrugineuses et de ces sodas sans âme qui vous rendent la vie si triste quand un pomme-roll ou un nihonsho vous donne les clés du bonheur absolu. Manger et boire ne sont pas des nécessités vitales, mais des devoirs de plaisir quotidien, alors oui, devant les cohortes grises de boulotteurs de graines se dresse la vieille garde des dévoreurs de gigots, des dégustateurs ventrus de riz de veau et ceux qui noient leur bonheur dans le Saint-Émilion. Fort heureusement, la belle équipe des jouisseurs n'est pas morte avec le millénaire et quelques blancs-becs sachant tenir fourchette et verre à pied sortent encore du rond de temps en temps, redonnant des couleurs à cette morne époque. C'est le cas de Takahashi Kyohei, un jeune policier de 21 ans affecté au petit commissariat de Tatebayashi, virtuose des mandibules et aussi appliqué à faire respecter l'ordre et la loi qu'à faire de ses journées un festival de saveurs. Taka, comme l'appellent ses collègues, n'a que peu de considération pour les criminels et ce Koban fraîchement sorti de l'académie est souvent volontaire pour faire le planton pendant les gardes à vue, car il peut en profiter pour lire le code pénal aux prévenus et leur faire une leçon de morale qui peut durer toute la nuit. Comme il se plaît à dire, on leur permet de s'allonger, il n'est inscrit nulle part qu'on doive les laisser dormir. Mu par une morale et un civisme hérité de ses parents, le vertueux Pandore pensait pouvoir remettre les brebis égarées dans le droit chemin par des mots choisis, quelques coups de matraque pour faire couler et une suspension des plaisirs de la vie. Après tout, pensait le Kojak de Gunma, s'ils violent la loi, ils se mettent eux-mêmes en marge de la bonne société et ne méritent plus ces petits bonheurs quotidiens que nous procure la chair, qu'elle soit rôtie ou en bas de soie. Et en matière de plaisir, il en connaît un rayon, le bougre. La valeur n'attend pas le nombre des années. Outre son beau penchant pour la dive bouteille, ce qu'aime notre héros, presque plus que sa mère, c'est ce poisson d'argent qu'on rôtit ou qu'on frit et que l'on nomme Sanma dans notre beau pays. Fier nageur du Pacifique, ce lointain cousin de la sardine au nez pointu et à la robe azur scintillante, dont la maman est bien gentille, faisait la joie du justicier gourmet depuis sa plus tendre enfance. Plus que n'importe quelle friandise, il en convoitait la chair à chaque instant, et aurait volontiers dérogé à tous ses principes pour en déguster même sur la tête d'un pouilleux, et c'est justement ce qui arriva. Dans le beau commissariat de Tatebayashi, comme dans nombre de geôles nippones, la nourriture est une chose importante et les plateaux font l'objet d'une attention toute particulière. Tonkatsu, puis saba, karaage ou hamburg, le chef alterne les plaisirs et les détenus mangent viandes et poissons tous les jours, comme devrait pouvoir le faire tout un chacun.
En mai 2022, ayant obtenu une rallonge du ministère, le GAT sauce du district eut une louable idée. Pourquoi ne pas mettre du sandman au menu et régaler nos détenus ? Le 9 mai au matin, venant prendre son service, Taka le taquin constata que la récolte avait été bonne en voyant 3 gibiers de potence séchés dans les cellules de garde à vue. De garde pour la journée, il allait se régaler plus qu'il ne le pensait. La matinée se passa entre morale et lecture d'articles de loi, coups de matraque sur les barreaux pour l'ambiance et petits sobriquets humiliants pour le rapport humain. Vers 11h45, le petit triporteur déposa les repas des prisonniers sur le comptoir de l'accueil et le planton sonna Taka. Il était l'heure de nourrir ses petits protégés. Mort de faim, mais consciencieux, le gardien de la paix saisit les gamelles et faillit défaillir. 6 poissons d'argent de la plus belle espèce qui soit, grillés à la perfection et encore fumant dans les effluves divines emplissaient déjà la geôle. De telles merveilles pour ces coupes jarrées, de la confiture au cochon, se dit notre héros dans un éclat de génie. Sans plus tergiverser ni se poser question, il se lécha les doigts et ôta les poissons. Oh, un alexandrin. Puis il donna le riz à la bien triste soupe en humant les sardines et leur léchant la croupe. Un autre, ça suffit Alexandre. Dès lors, 2 fois par semaine, le menu comporta cette divine pitance et Taka s'en faisait péter la sous-ventrière priant tous les dieux pour que les cellules soient pleines et que les poissons se multiplient plus encore qu'à Tibériade. Au récalcitrant qui réclamait leur dû, il répondait par un coup de matraque dans les barreaux, voire dans le museau pour les plus insistants. Mais voilà, vous le savez les amis, il y a toujours des empêcheurs de s'empiffrer en rond et toutes les bonnes choses ont une fin. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin ça suffit et trouvez donc la rime qui se termine en fi. Le gardé à vue est souvent ingrat et lorsqu'il peut encore parler, il lui arrive de baver des choses monstrueuses sur ses protecteurs d'un temps. Et l'un d'entre eux, ignoble gnome gluant, avait justement dénoncé son ange gardien en casquette et l'accusé de l'affamer lors de ses nombreux passages au saloir. Par acquis de conscience, un chef de poste, plus intéressé par le sort de la viande à cachot que les autres, jeta un coup d'œil sur les caméras des cellules et constata les faits qui lui étaient reprochés, comme on dit dans le jargon. Mis à pied de rechef, comme le pire des larrons, le petit flic amer rentra chez son daron. Pleurant sa carrière qui déjà s'envolait, il jura mordicus de ne jamais voler. Ça suffit maintenant, c'est pas l'anniversaire d'Alexandre. Bon, reprenons. Le gardien de la paix, Takahashi, a été renvoyé par la police et attend maintenant son jugement, mais dans sa grande mansuétude, son officier ne l'a pas placé en garde à vue. À son grand regret d'ailleurs, cette semaine-là, il y avait du sandman. Moralité, l'argent peut acheter le bonheur, il se nomme nourriture. Oui, alors je sais, c'est nul, mais j'étais sur la réserve là en fait. C'est un truc que j'ai vu sur une ardoise dans un restaurant. Ça m'est revenu d'un coup là, comme un mauvais ragoût. Le coup de pouce du jour sera, une fois n'est pas coutume, absent, mais il a un mot de ses parents. Non pas que je n'ai pas de belle chaîne à vous présenter, mais je voulais vous faire un petit topo sur la chaîne et les choses à venir avant d'attaquer l'été et la 3e année d'activité. Vous l'avez constaté, je fais de plus en plus de partenariats et je compte continuer car pour l'instant, je pense n'avoir travaillé qu'avec des entreprises intéressantes et en rapport direct avec la chaîne. Neokyo, la première plateforme d'achat au Japon depuis la France, m'a accompagné pendant tout le mois, un grand merci à eux et j'espère que nous continuerons l'aventure ensemble. Pourquoi les sponsors? La raison est simple, la pluie de démonétisation de ces derniers mois, qui avait d'abord divisé mes revenus YouTube par 2, les a maintenant quasiment supprimés. Pour faire simple, sans la boutique et les partenariats, la chaîne me coûterait de l'argent et vous serez d'accord avec moi, ce n'était pas le but. En mai, j'ai pu enfin rencontrer un certain nombre d'entre vous pendant la première rencontre abonnée, et ce fut un moment rare et cher, alors il se pourrait bien que je renouvelle l'expérience sans tarder. Guettez mes réseaux sociaux, on ne sait jamais. Mon prochain livre sortira en octobre ou novembre, toujours chez Camion Noir, et un autre, plus historique, devrait lui emboîter le pas pour les fêtes. Encore merci à tous ceux qui ont aimé les 2 premiers et m'en font des retours très motivants. Comme vous l'avez vu, Kama Project, mon projet musical avec le frérot Andy, est de plus en plus actif et là encore, je vous conseille de guetter mes réseaux sociaux car un objet sonore et apocalyptique pourrait bien débarquer chez vous avant la fin de l'année.
Pour la suite de l'aventure YouTube, eh bien, on continue la mission. Je vais continuer à alterner les petits satsujin et les gros dossiers en glissant parfois de petits hors-sujets ou des histoires pour me faire plaisir. Bon, personne ne les regarde, mais ça me détend un peu. Un grand merci à vous pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo sur l'incendie criminel des studios de Kyoto Animation. D'ailleurs, cette vidéo traînait depuis longtemps dans mes cartons, attendant les avancées de l'enquête. Les sujets contemporains sont émotionnellement plus durs à traiter que les affaires historiques. C'est étrange, me direz-vous, mais c'est un fait. Alors voilà, peu ou pas de changement dans le contenu des programmes à venir et toujours autant de joie à travailler dessus et à les partager avec vous. Un grand merci aux membres de l'unité Satsujin qui sont les forces vives et l'épine dorsale de la chaîne et aident beaucoup le maintien de cette dernière à flot. Du coup, j'enchaîne directement sur la réclame et vous invite urgemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, à commenter, liker, partager pour phagocyter l'algorithme de YouTube, comme dirait l'autre, que je salue au passage. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez soutenir la chaîne via Tipeee ou Utip, et merci à ceux qui le font déjà, ou en allant faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres, que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques de la chaîne, et d'autres goodies du meilleur goût. Visitez d'urgence la boutique Spreadshirt de Satsujin pour refaire votre garde-robe d'été. Mon petit doigt me dit que mes maillots peuvent vous aider à conclure. Enfin, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok et les autres. J'y suis assez souvent et y poste régulièrement des photos de renards à oreilles de chauve-souris, c'est très mignon. Allez, je vous laisse, je vais boire un coup. Rex, mon beau navire, ô ma mémoire, avons-nous assez navigué dans une onde mauvaise à boire? Avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir? Matane.